Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, le Président Hollande et votre prédécesseur, Pascal Canfin, avaient souhaité inviter tous les acteurs qui concourent à la politique d'aide au développement et de solidarité internationale à des assises, ces assises nationales du développement. Cette annonce avait provoqué à la fois scepticisme et espoir. Scepticisme avec la crainte que ce ne soit qu'un machin de plus. Espoir, celui qu'elle débouche sur un diagnostic équilibré de l'état des lieux, des forces et faiblesses de notre pays, de ses priorités, des moyens consacrés, de ses modes opératoires, un diagnostic qui permette la formulation de propositions propres à recentrer les priorités, à donner une meilleure efficacité, à assurer une meilleure lisibilité. Je veux dire ici, pour avoir participé moi-même avec assiduité aux travaux de ces assises, que l'esprit de concertation y a prévalu, et je veux saluer également l'excellence du travail réalisé par les services concernés. L'annonce que le résultat de ces travaux donnerait lieu à l'élaboration d'un projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale avait aussi été accueillie avec satisfaction. Il était aussi en effet nécessaire de revisiter la politique d'aide au développement de notre pays et de fixer ces nouvelles lignes directrices. Il était primordial de le faire à la veille de discussions d'échéances comme celle de post-2015. Bien des évolutions l'exigeaient. La multiplication des pays émergents et des rapports qu'ils entretiennent avec les pays les plus pauvres, la consolidation des politiques liées aux objectifs du millénaire, les nouveaux défis que posent le réchauffement de la Terre, la lutte contre l'extrême pauvreté et la malnutrition, les grandes pandémies pour ne citer que cela. L'évolution politique aussi de nombre de pays en quête de démocratie, la nécessité d'inscrire tous les champs de la coopération, y compris économique, dans une démarche d'éthique sociale et environnementale, la consolidation du rôle de nouveaux acteurs de coopération dans notre pays, au premier rang desquels les collectivités locales. Tous ces facteurs conduisent en effet à redéfinir et à faire connaître les nouvelles priorités d'intervention de notre pays du point de vue des pays bénéficiaires, comme des thématiques prioritaires de l'articulation entre le bilatéral et le multilatéral, des modes opératoires et enfin de l'articulation entre les différents opérateurs. Le principe du réalisme imposait cette inflexion. Dans un contexte de crise économique persistant et d'obligation de maîtrise de la dépense publique, il convenait ainsi de rechercher la meilleure affectation des moyens, qu'ils soient humains ou financiers. La version du projet de loi que nous avons examiné dans cet hémicycle nous avait laissé sur notre faim, car si un certain nombre d'amendements avaient pu en changer quelques points, elle restait au sortir de cette lecture bavarde, confuse et un peu idéologique. Et surtout, elle ne proposait pas de mesures permettant d'adapter les modes opératoires de notre coopération aux nouvelles priorités, à la recherche d'efficacité ou à la prise en compte de nouveaux acteurs. Dans ce contexte, je ne peux que me réjouir de l'amélioration, ou plutôt de la transformation que les sénateurs ont apportée à ce texte. Ils n'ont pas pu la rendre moins bavarde, c'est sa marque de fabrique. Ils n'ont pas pu la rendre moins idéologique, c'est aussi sa marque de fabrique. Mais ils en ont atténué cette lecture, en lui donnant une nouvelle architecture qui lui donne une portée plus directive et plus opérationnelle. Ils ont aussi adopté des dispositions que notre Assemblée n'avait pu accepter, comme l'extension des principes de la loi Oudin aux déchets, le renforcement de la reconnaissance de l'action extérieure des collectivités locales en l'élargissant et en la sécurisant. Ils ont surtout adopté des dispositions que notre Assemblée n'avait même pas abordées, comme le regroupement de l'expertise internationale française en un organisme unique, l'indépendance de l'évaluation des politiques d'aide au développement, la facilitation des transferts de fonds affectés par les migrants au développement de leur pays d'origine. De vraies avancées que nous attendions, qui ont structuré ce texte et en ont renforcé sa portée opérationnelle. Ce sont ces avancées qui permettent aujourd'hui à mon groupe de donner son appui à ce texte. Toutefois, la dimension de programmation n'est pas allée au-delà du titre de la loi qui est adoptée aujourd'hui. Aucune volonté budgétaire autre que de principe n'est réellement affirmée. Je ne peux que regretter, Madame la Ministre, comme nombre de mes collègues, que le gouvernement ne veuille pas déclarer s'engager à atteindre le plus rapidement possible, et pas simplement en fonction des évolutions de la situation économique de notre pays, l'objectif des Nations Unies consistant à consacrer 0,7% du RNB à l'aide au développement. Plus d'aide au développement maintenant, c'est moins d'aide au développement demain.
C'est moins de souffrance, moins d'atteinte à l'environnement, plus de démocratie, plus de paix rapidement. Certes, les financements nouveaux et innovants sont encouragés. Pour certains, ils existaient déjà. À cet égard, je salue la confirmation de l'affectation exclusive de la taxe sur les billets d'avion à la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le sida. Et cette affectation permet à la France d'être un des premiers rangs dans la lutte contre ces grandes pandémies. Je ne peux cependant que dénoncer, Madame la Ministre, le fait qu'une partie de la taxe sur les transactions financières soit affectée au simple équilibre du budget de votre ministère. En effet, ces nouvelles recettes pourraient être efficacement dédiées aux grandes causes, telles que, par exemple, la couverture sociale universelle en matière de santé, pour ne parler que de celle-là. Votre projet de loi affiche 2 priorités transversales, définit 10 secteurs prioritaires d'intervention, propose des partenariats géographiques différenciés. Nous les partageons. L'appui au développement territorial est un de ces secteurs prioritaires. Je regrette, à titre personnel, qu'il ne donne pas assez d'importance à la nécessité d'une émergence d'autorités locales efficaces, associant les populations à leur gestion et au financement des services offerts. Cette émergence de collectivités locales efficaces est reconnue par la communauté internationale comme le facteur principal de réussite des politiques de développement, particulièrement dans certains domaines d'intervention, comme la santé, l'agriculture, l'éducation et l'information, l'environnement et l'énergie et l'accès aux services de base. D'un côté, la France revendique et assume le fait d'être pilote pour la mise en œuvre des lignes directrices internationales pour la décentralisation et l'accès aux services de base. De l'autre côté, on semble reléguer le renforcement de la décentralisation et la mise en capacité des collectivités locales des pays en développement au rang d'un outil parmi d'autres. Il devrait pourtant être au centre des dynamiques de développement et de démocratie à un moment donné où on constate que, dans un certain nombre de pays partenaires en développement, le phénomène de décentralisation semble être en panne. L'implication de la société civile par ces réseaux d'ONG est aussi au cœur de votre loi et joue un rôle déterminant. Il conviendrait cependant de s'assurer que cela ne conduira pas à un éparpillement de l'aide au développement. Il faudra aussi veiller à ce que l'ensemble de ces ONG ne deviennent pas progressivement, à l'instar de certaines d'entre elles, de simples groupes de pression ou des bureaux d'études ordinaires. Enfin, l'implication des populations immigrées résidant dans notre pays, leur implication dans l'aide au développement est primordiale. D'une part, en raison de l'importance de l'épargne qu'elles consacrent à leurs proches, à leur village, aux projets de développement qu'ils développent, mais aussi, en plus des cofinancements des projets portés par les collectivités locales de leur pays d'origine. Le projet de loi le reconnaît, propose de faciliter leurs transferts financiers consacrés aux investissements dans leur pays d'origine. Mais ces migrants sont aussi de plus en plus capables d'apporter une expertise pertinente dans les projets d'aide au développement que mène notre pays, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités locales. Ceci nécessite que leur mobilité et leur implication soient facilitées. Madame la Ministre, je regrette enfin que la coopération dans le domaine économique ne soit pas réellement prise en compte et que le lien entre coopération, aide au développement et appui à nos entreprises et à notre exportation ne soit pas mieux soutenu, alors qu'il est bien évidemment au cœur des démarches des pays anglo-saxons, mais aussi, ne nous y trompons pas, des pays émergents de la Chine au Brésil. Ce texte donne légitimement à nos entreprises plus de contraintes en matière de responsabilité sociale et environnementale, mais n'en fait pas pour autant les acteurs privilégiés de la mise en œuvre des équipements et infrastructures que permet l'implication de notre pays dans la solidarité et l'aide au développement. Cette question mérite sans doute de nouvelles assises, mais en attendant, je vous redis notre appui à ce projet de loi. Merci.